Eh bien, bonjour. Merci à vous de m'accueillir aujourd'hui. Donc, je m'appelle Marie-Laure. Je suis praticienne de Shiatsu depuis plus de 10 ans maintenant. Et j'accompagne les personnes en soins énergétiques depuis environ 7 ans. Donc, ces pratiques font partie de mon quotidien à l'heure actuelle, mais ça n'a pas toujours été le cas. Je n'ai pas vraiment grandi dans un milieu où on nous apprend à écouter les signes, où on nous apprend à papoter avec nos défunts. Mais un jour, il y a ce changement qui s'est opéré, dont je vais vous parler, et c'est ce qui m'amène aujourd'hui pour parler de l'intuition, qui est un outil de connexion à soi, aux autres et au champ subtil. Donc, je vais commencer juste par une question simple. Qui parmi vous a déjà senti intérieurement une intuition forte, sans pouvoir l'expliquer, juste à main levée? Donc, le nombre de mains qui se lèvent montre bien que c'est pas réservé à un petit nombre de personnes. C'est pas quelque chose d'étrange. C'est une capacité qu'on a tous, mais qu'on a souvent soit désapprise, soit pas apprise, parce qu'on n'a pas été entouré pour ça. Mon chemin à moi, ça a commencé quand j'avais 25 ans. Mon premier enfant avait été hospitalisé pour une gastro, et ça a réveillé des angoisses de mort très, très importantes chez moi. Lui, au bout d'une semaine, il allait bien, donc il courait partout. Et par contre, ces angoisses-là sont restées pendant un certain temps. Ce qui m'a poussée à aller voir un magnétiseur et dès la première séance, j'ai eu des réminiscences d'une vie antérieure où la personne que j'étais est décédée du choléra. Donc, pour les personnes qui ne le savent peut-être pas, le choléra, ça a les mêmes symptômes que la gastro, mais de façon beaucoup plus importante, ce qui engendre beaucoup plus facilement la mort. Et une fois qu'on a libéré ces mémoires-là, ça a permis justement d'avoir beaucoup moins d'angoisse et de reprendre le fil de la vie. Donc ça m'a déjà permis de comprendre qu'on n'est pas juste la somme de ce qu'on vit à l'heure actuelle, on est aussi la somme de tout un vécu dont on ne se souvient pas forcément. Et suite à une des séances comme ça, on est allé plus loin. Ce magnétiseur m'a dit, je trouve que tu as quand même pas mal de perceptions, tu devrais essayer l'écriture intuitive. Moi je suis quelqu'un d'assez enthousiaste, donc je lui dis oui, bien sûr. Seulement je ne savais pas comment on faisait. Donc il m'a expliqué comment se mettre en protection, comment se mettre disponible. Et la première chose qui s'est écrite sous ma main, ça a été « Michael coupe ». Pour moi, ça n'avait pas de sens, puisque, comme je vous le disais, je venais d'un milieu plutôt cartésien. Et c'est lui qui m'a expliqué que Michael, c'est l'archange qui sera toujours représenté avec une épée, parce qu'il va couper les liens négatifs et il va œuvrer pour la justice. Donc, ce jour-là, ça m'a permis de comprendre aussi qu'il y a toute une partie du monde qui existe et auquel soit on n'a pas accès, soit on ne sait pas comment avoir accès. Donc, ça a ouvert tout un champ de possibles. Et ça permet aussi, je trouve, de comprendre que pourquoi il y a de plus en plus de gens qui se sentent perdus ou anxieux, parce qu'on est coupé finalement d'une partie de nous-mêmes. Puisque comme cette intuition est un outil naturel, une compétence qu'on a, c'est comme si on oubliait une partie de qui on est. Et forcément, si on n'est pas complet, si on ne s'exprime pas pleinement, eh bien, on peut avoir cette sensation d'errer. Alors, qu'est-ce que l'intuition ? Le dictionnaire nous dit que c'est une forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement, ou encore une conviction de ce qu'on ne peut pas vérifier. Donc, c'est vrai, mais je trouve que l'intuition, c'est plus que ça. Pour ceux qui ont déjà ressenti de l'intuition, qui l'ont déjà vécu, moi je trouve que ça vient plus parler d'un dialogue intérieur. Parce que c'est une information qui arrive, qui se pose, qui ouvre. Donc généralement on le sent dans notre corps, que ce soit au niveau du cœur, au niveau du ventre, mais c'est pas juste une idée qui arrive dans la tête. Et c'est une certitude qui efface tout ce qui est, j'allais dire, trop d'émotions, ça passe au travers de tout ça. Et c'est en ça où je trouve qu'il y a un lien avec la médiumnité. Je préfère parler d'intuition parce que souvent, quand on parle de médiumnité,
on parle de la connexion avec les défunts, et on a l'impression qu'il y a une petite partie des personnes qui sont capables de ça. Alors que quand on parle d'intuition, on voit que tout le monde à un moment ou à un autre l'a déjà ressenti. Alors pour moi, il y a différentes sources de l'intuition. Il y a la voix de notre propre âme, la voix des guides, celle des défunts, et la voix collective aussi, tout ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Et donc, c'est ce que on va explorer aujourd'hui. Donc, je vais commencer par la voix de notre âme. Pour moi, je la vois plutôt comme un peu comme une méduse qui a un chapeau. Pour moi, le chapeau représente notre âme, la partie la plus omnisciente, celle qui a conscience de toutes les vies qu'on a déjà vécues, de toutes celles qu'on vivra également, puisqu'on a tendance à avoir, nous, une temporalité, une chronologie. Et elle est aussi consciente de tous nos choix d'incarnation, le pourquoi est-ce qu'on se trouve là maintenant. Et chacun des filaments de la méduse représente une incarnation. Donc aujourd'hui, c'est mon identité en tant que Marie-Laure. Parce que, bien sûr, on peut en changer à chaque fois, mais il y a souvent quand même des résonances d'une à l'autre, parce que on ne peut pas tout accomplir en une vie. Donc on suit le fil, et puis parfois il en faut plusieurs. Et généralement, on peut se connecter à son âme, à cette partie plus omnisciente, quand on a des choix importants à faire, dans des transitions de vie. Cette petite voix que parfois on entend dans notre tête, elle vient de là. Je sais que personnellement, quand j'ai des choix importants à faire, je me connecte à cette partie de moi. Parce qu'elle va passer au-delà de la peur. Comme l'a dit François tout à l'heure, on a le mental qui a tendance à passer dessus et qui va dire « oui mais ». Oui, mais pourquoi? Et si on regarde, et il va nous échafauder des plans faramineux. Alors que si on arrive à passer au-delà de ça, on se retrouve dans notre propre vérité. Et notre âme, c'est important d'être en connexion avec elle parce que sinon, ça vous est peut-être déjà arrivé d'avoir des moments de vie où on a l'impression d'être complètement à côté de ses pompes, d'être à côté de nous-mêmes, d'être plus spectateur qu'acteur. Et c'est parce qu'on a ce décalage en fait et qu'on n'écoute pas le qui on est. Donc pour moi, ça représente un peu un GPS intérieur. Parce que notre âme, le petit chapeau, c'est pourquoi on s'incarne. Donc c'est comme quand on rentre notre destination dans notre GPS. Notre libre arbitre, lui, va nous permettre de choisir les chemins de traverse si on en a envie. Ou de lutter à contre-courant aussi, ça arrive. Mais c'est vraiment cet ensemble. Et comme l'a dit également François tout à l'heure, il y a toujours, enfin, ça arrive qu'on ait ce moment où on vit quelque chose, et puis avec le recul, on dit, mais je le sentais, pourquoi je l'ai pas fait? Pourquoi j'ai pas réalisé ça? Eh bien, tous ces petits messages-là sont généralement des messages de notre propre âme. Et alors, comme je vous le disais, on garde toujours notre libre arbitre. Donc, on peut, si on le souhaite, ignorer complètement les messages qu'on reçoit. Mais je vais vous donner un exemple d'une personne que j'ai eue en consultation. C'est une personne qui est venue me voir parce qu'elle avait des douleurs au niveau du périnée. Donc, en discutant, je lui demande s'il lui est arrivé quelque chose dans sa sphère intime, dans cette façon de vivre et tout ça. Elle a commencé à me raconter que quand elle était petite, elle regardait la télévision avec son père, et son père a eu un geste qu'il n'aurait pas dû avoir. Mais elle me dit, il s'est rien passé, puisque il n'est pas allé plus loin. Plus tard, elle me raconte que quand elle prenait les transports en commun, il y a un homme qui s'est frotté à elle, mais comme tout le monde. Et elle m'a donné plusieurs exemples comme ça, et à chaque fois, elle décrédibilisait ce qu'elle avait vécu. Elle le discréditait. Alors, elle le faisait, il y a plusieurs raisons à ça. Ça peut être parce qu'elle ne souhaite pas être victime de quoi que ce soit. Ça peut être parce qu'elle ne veut pas perdre le contrôle. Donc, on a plein de raisons pour lesquelles on peut ne pas écouter. Seulement, à un moment donné, on peut choisir en conscience de ne pas écouter. Mais quand on le fait de cette façon-là, en ignorant, eh bien, la vie revient encore et encore. Et elle avait 4 ou 5 exemples comme ça à donner, de choses qui ne devraient pas être vécues. Et elle avait toujours pas fait le lien, ce qui fait que son corps a fini par exprimer avec ces douleurs qu'elle avait, donc au périnée. Donc il y a
Donc même si on a toujours le choix, quand il y a une voie qui est juste pour nous, la vie va revenir encore et encore. Ça vous est probablement déjà arrivé également, d'avoir cette sensation que la vie insiste, se retrouver toujours dans le même genre de situation, dans les mêmes schémas. Et c'est pas toujours facile de comprendre. Il faut prendre le temps de se poser et, bizarrement, de pas trop réfléchir, mais simplement d'accueillir, pour réussir à trouver le bout de fil sur lequel il faut tirer pour dénouer toute la pelote. Alors, et notre âme, elle ne fonctionne pas toute seule, parce qu'elles sont toutes issues, alors moi j'appelle ça la source, vous pouvez appeler ça l'univers, comme vous préférez. Et donc, nos âmes, elles ont tendance à se reconnaître. Quand ça vous est probablement déjà arrivé également, il y a parfois, on rencontre une personne, et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, on se dit, mais j'ai l'impression de la connaître depuis toujours. Et tout de suite, ça match, il y a ce petit quelque chose. Eh bien, généralement, c'est parce que c'est une âme qu'on connaît déjà. Parce que, généralement, on s'incarne avec un groupe d'âmes qu'on connaît, parce qu'on a des affinités, parce que on sait que ce sont les meilleures personnes, ou âmes, à nous aider à cheminer sur notre propre route. Et l'inverse est possible aussi. Ça vous est sûrement aussi arrivé de rencontrer quelqu'un, et au bout de 3 minutes, cette personne n'a rien fait de particulier, mais vous ne pouvez pas l'encadrer. Vous savez tout de suite que ça ne fera pas. Il y en a aussi. Et en fait, quand on s'incarne, on ne garde pas forcément le même rôle. On n'est pas toujours le conjoint, notre conjoint actuel. Il peut devenir notre enfant, notre frère, notre sœur, notre mentor, notre boulanger aussi. Mais généralement, les personnes marquantes, on les connaît. Et c'est ce qui fait que je trouve que ça donne de l'espoir aussi quand on perd quelqu'un qu'on aime. Parce que ça n'enlève pas la tristesse, ça n'enlève pas le manque, mais on peut avoir cette conviction ou cet espoir qu'on se retrouvera, puisque ce sont des choix d'âme à un moment donné, de continuer à vivre ensemble. Donc les liens ne sont pas perdus, la connexion est toujours là. La présence physique, effectivement, ne l'est plus. Et c'est comment réussir à garder du contact, aussi d'une autre façon. Ce qui nous amène au deuxième point dont je vous parlais, c'est la voie des défunts. Je vous ai donné une partie de la réponse, enfin d'une de mes réponses en tout cas. On n'a pas toujours tous les défunts à côté de nous. Sinon, vous pensez bien qu'on serait déjà bien encombrés. Et qu'il y en a certains qui viennent plus que d'autres. Et ils viennent chacun pour une raison. Alors, quand on les appelle, bien sûr, chaque fois qu'on a une pensée, ils viennent vers nous. Parce que eux n'ont aucune limite de corps, de distance. Parfois, il y a des choses qui ne sont pas réglées du vivant. Donc, on a parfois des défunts qui viennent en disant « Ah oui, ça, on aurait peut-être dû le bosser. » Et ça n'a pas été fait. On le retrouve aussi sur les secrets de famille. Parce que la personne, en étant incarnée, est incapable, ou n'est pas dans la possibilité de révéler certaines choses. Mais une fois qu'elle n'a plus ses limitations de corps et ses limitations de fonctionnement, ça devient plus facile. Donc, on peut sentir aussi des signes. Il y en a qui sentent une caresse, un contact physique. Il y en a d'autres qui vont voir un animal particulier, des synchronicités, une musique. Ça peut être une odeur. J'ai même rencontré des personnes qui trouvaient des objets qui avaient été déplacés. Et donc pour ça, je vais vous donner plusieurs exemples. J'ai une dame, on va l'appeler Marie, qui est venue me voir. Ça faisait à peu près 1 an que son mari était décédé. Et son mari, c'était l'amour de sa vie. Et une des premières images que j'ai eues, la première, c'était qu'il lui tendait un bouquet de fleurs. Et elle m'a dit qu'il adorait jardiner, donc pas le potager, mais du coup les fleurs, qu'il faisait ça tout le temps. Et la deuxième, c'est que je lui disais que son mari était près d'elle et qu'il multipliait les signes. Et là, cette dame arrive et elle me dit « Oui, parce que il m'a toujours dit que j'étais têtue et il me disait toujours « femme de peu de foi ». Et au final, en discutant, elle a fini par me dire « Si, je sens bien tous les soirs une caresse avant de m'endormir sur la joue, à chaque fois que je lui dis bonne nuit. » Voilà. Mais à chaque fois, elle mettait du doute là-dessus. Parce que on nous a pas appris à faire confiance en ces signes. Donc, quand on en fait part aux gens,
ils ont tendance à nous dire qu'on yoyote un petit peu. Donc, elle mettait beaucoup de scepticisme là-dedans. Et donc, son mari revenait encore et encore. Et c'est une des seules personnes, quand je demandais quel contact il y avait au niveau karmique entre eux, puisque c'était vraiment très fort, c'est une des seules où je les ai toujours vus en tant que mari et femme. Comme s'ils ne savaient pas exister l'un sans l'autre. Donc, il l'attend. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, il l'attend. Et ils y partageaient une passion commune aussi. C'était l'opéra. Lui chantait de l'opéra. Et un jour, elle a décidé d'y retourner. Elle, c'était une dame d'origine italienne. Donc, les opéras italiens, elle savait les prononcer à la perfection. Et chaque fois que son mari voulait la faire rire, il amochait complètement le nom de leur opéra préféré. Et le jour où elle y est retournée avec un petit groupe d'amateurs, avant d'entrer dans la salle, elle discute avec un monsieur qui prononçait le nom de l'opéra exactement de la même façon que son mari quand il voulait la faire rire. Et ensuite, dans la salle d'opéra, le siège à côté d'elle est resté vide et elle a senti son mari tout le long près d'elle. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, voilà, il y a certains liens qui sont tellement forts que l'autre, même s'il continue à cheminer, il va quand même rester assez présent auprès de l'autre. Le deuxième exemple que j'ai, c'est pas un des miens. Je l'ai piqué à un psychiatre avec lequel je discutais, qui m'expliquait qu'il avait en séance une dame qui avait perdu sa fille. Donc le deuil d'un enfant est, comme tous les deuils, compliqué, mais voilà, ça a une teneur particulière quand c'est son propre enfant. Et elle était fin de l'adolescence, début de l'âge adulte. Et au cours d'une des séances qu'ils avaient ensemble, elle n'arrivait pas à passer au-delà, elle n'arrivait pas à continuer d'avancer. Elle était restée en suspens. Et il commence à lui expliquer qu'on peut avoir des signes des défunts. Et à ce moment-là, il y a une clé qui était dans la poche donc du psychiatre qui est tombée. Alors je sais pas chez vous, mais chez moi, les clés sautent rarement des poches, déjà. Et en plus de ça, c'était pas sa clé. C'était la clé d'amis pour qui il arrosait les plantes. Et cette clé avait la particularité d'avoir une gommette jaune dessus. Et lorsqu'il l'a ramassée, il a eu une intuition. Il regarde la dame et il dit « La couleur préférée de votre fille, c'est le jaune ». Et la dame a été assez stupéfaite parce qu'elle n'en avait jamais parlé, et c'était effectivement sa couleur préférée. Et donc ça a permis au psychiatre de pouvoir continuer à discuter justement sur les signes, sur les synchronicités. Et la séance suivante, elle lui a dit que 2-3 nuits après, elle avait rêvé de sa fille dans une belle robe jaune avec un grand sourire qui lui disait au revoir. Et c'est ce passage-là qui lui a permis, voilà, de recommencer à avancer dans la vie. Donc voilà, c'est deux raisons différentes pour lesquelles les défunts peuvent être présents. Une fois qu'on a vu tout ça, alors, juste une seconde, il faut que je boive un coup. Tu peux. Ensuite, on peut également être en contact avec notre guide de lumière, nos guides de lumière. Alors, dans mon référentiel, ce sont des anges ou des archanges, mais on peut ne pas avoir tous le même référentiel. Il y en a pour qui ce sera des divinités hindoues, d'autres pour qui ça peut être des êtres de la nature, des saints, des maîtres ascensionnés, des énergies. Mais je pense qu'au-delà de l'apparence qu'ils prennent, l'essentiel c'est la vibration qu'ils ont et qu'ils dégagent. Parce qu'on peut avoir un nom différent pour un guide qui nous accompagne alors qu'il est de la même nature. Je vais vous donner l'exemple, par exemple l'énergie de Métatron. Je sais pas, c'est voilà un archange. C'est une énergie qui est très très verticale. Il y a une fermeté. Lorsque je le sens, c'est comme ça que je sais que c'est lui. Généralement, moi je le vois quand faut secouer un peu les puces et puis il faut y aller. Quand je procrastine un peu trop, ben c'est lui qui vient en général. Alors que il y en a d'autres, si on prend l'exemple de Samuel, il a une énergie beaucoup plus englobante, une énergie plus horizontale. Il a un côté chaleureux. Et lui, je l'ai beaucoup plus souvent lorsque j'ai des personnes qui sont en dépression, lorsque je travaille avec des enfants aussi. Donc, on peut avoir un guide qui va nous suivre un petit peu toute notre vie, mais on peut en avoir qui viennent en fait en fonction de notre propre besoin.
Donc, et comme l'a dit François tout à l'heure, ils viennent pas pour faire à notre place. On garde toujours notre libre arbitre. Donc, ils viennent nous accompagner et ils attendent qu'on demande. Parce que j'ai rencontré des personnes qui n'osaient pas demander. Ils disaient non, quand même, ils ont sûrement de grandes choses à faire. Et en fait, alors j'allais dire non, si, ils ont probablement de grandes choses à faire, mais une de leurs missions, c'est justement de s'occuper de nous, de nous aider à avoir les pieds sur notre chemin de vie déjà, et puis à avancer, à expérimenter et à s'ouvrir. Ils viennent aussi pour nous aider à mettre en évidence, pour couper des liens, pour nous réaligner. J'avais lu un exemple dans un livre de Bianca Gaia, Bienvenue dans la 5e dimension. Je ne sais pas si parmi vous il y en a qui l'ont lu. Elle donne un exemple d'une journaliste qui va rentrer chez elle un soir tard. Bien sûr, elle passe dans une ruelle et bien sûr, il y a un homme louche dans la ruelle. Et donc, elle demande à ses guides, elle leur dit « Protégez-moi, je veux rentrer en sécurité chez moi ». Et elle passe dans la ruelle. Quelque temps après, cette femme voit dans le journal qu'une autre femme s'est fait agresser dans cette ruelle une demi-heure après qu'elle soit passée. Et donc elle se demande pourquoi. Et comme elle est journaliste, elle a eu l'occasion d'aller en prison interroger cet homme. Et elle lui a dit, moi je suis passée juste avant, pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas agressée? Et il lui a répondu, je pouvais pas vous agresser, il y avait 2 hommes avec vous. Donc elle ne les a pas vus à côté d'elle. Et pourtant ils étaient là. Donc ils ont aussi cette capacité de modifier notre aura, donc la nôtre et là en l'occurrence celle de cet homme, pour maintenir cette femme en sécurité. Donc quand François disait demandez, vous pourrez être surpris, on peut vraiment être surpris. Ou il y a un autre exemple dans ce livre que j'ai bien aimé aussi, c'est donc l'autrice qui explique qu'elle était chez elle en train de bouquiner pendant que son mari et ses enfants sont partis faire du ski. À un moment donné, elle reçoit le message que son fils va se casser la jambe. Alors, tout de suite, elle dit « Ah non !» Elle dit « Lui, il a peut-être besoin de vivre ça, mais moi, je suis pas obligée de le subir pendant 3 semaines, à devoir m'occuper de lui. » Et en rentrant le soir, il y a son mari qui lui dit « Tu vas rire, en descendant une piste, donc je me souviens plus du prénom de l'enfant, il allait se casser la figure, et c'est comme si une main l'avait pris et lui avait permis de retrouver l'équilibre. » Donc, ce sont des exemples que j'aime beaucoup parce que ça nous permet de voir que c'est illimité. On peut effectivement avoir des petits signes, des synchronicités, mais ça peut aller au-delà de ça. Ils peuvent nous soutenir et nous aider à régler des situations aussi. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, on a toujours notre libre arbitre. Parce que si on prend par exemple les relations toxiques, ça arrive assez souvent de voir qu'il y a des conjoints qui restent ensemble alors qu'ils se déchirent, alors pour tout un tas de raisons, et des fois de l'extérieur on se dit mais pourquoi est-ce que il ou elle reste? Alors il peut y avoir plein de raisons au pourquoi. Ils peuvent avoir une connexion d'âme, ils peuvent aussi, il y en a un des deux qui pense pouvoir sauver l'autre, peut-être qu'il y en a un qui ne fait pas la différence entre possession et amour aussi, donc il y a tout un tas de raisons. Et les guides, à ce moment-là, ils vont pas prendre la décision à notre place, mais ils vont pouvoir nous soutenir, nous envoyer quelqu'un qui à un moment donné dira « ce comportement-là, il est pas normal », ou à proposer des mutations. Ou, le champ est assez large pour que ce sont des opportunités, pour que ce soit nous, en tant qu'êtres incarnés, qui ayons la possibilité de dire oui ou non. Parce que il ne faut pas oublier que ça peut être miraculeux, comme les exemples que je vous ai donnés, mais c'est aussi tout un cheminement intérieur. Et tant qu'on n'est pas prêt, effectivement, on peut demander, mais parce qu'on n'a pas forcément le regard qu'on peut aller au-delà, qu'on a encore des choses à travailler. Et j'ai eu l'exemple d'une femme comme ça qui était venue me voir parce que elle tombait toujours sur, alors elle appelait ça des relations toxiques. Elle tombait toujours sur le même type d'individu. Et en travaillant ensemble, les guides nous ont montré, il y avait un guide qui est arrivé et puis qui dit « Oui, mais elle trouve que ceux qui sont gentils sont pénibles, enfin sont ennuyeux. » Et après elle dit « Ah mais oui, c'est vrai. C'est vrai que pour elle, la passion, tout ça, ça allait avec les hommes qui peuvent être malmenants.
Donc on a fait tout un travail dessus, et elle n'a pas trouvé de conjoint d'un coup de baguette magique, mais ça lui a permis au moins de faire ses choix en conscience, de voir le type d'individu et de se dire j'y vais ou j'y vais pas. Et donc voilà, c'est ce genre de soutien qu'on peut attendre, mais pas du tout le fait qu'ils puissent faire à notre place, parce qu'on a toujours la responsabilité de notre propre vie. Sinon pourquoi être venu s'incarner? Et petit à petit, on arrive à la voie collective. Alors la voie collective, pour moi, c'est ce qu'on appelle le champ morphique. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce qu'est le champ morphique ou pas? Non. Jung appelait ça l'inconscient collectif aussi. Donc le champ morphique, c'est une sorte... alors c'est hors de l'espace et du temps. On va quand même appeler ça un endroit parce que j'ai pas d'autres mots. Où s'accumulent toutes les expériences qu'on a vécues en tant que personne, en tant que société, en tant qu'espèce aussi. Et on est connecté, on alimente en permanence ce champ morphique, et on peut également aller y puiser des informations. Et c'est ce qui explique aussi parfois qu'on peut avoir des types de comportements, on ne sait pas d'où ça vient, et pour autant on n'arrive pas à s'empêcher de faire autrement. Il y a effectivement notre histoire propre, mais il y a aussi cet inconscient collectif auquel on est relié. Et pour mettre ça en évidence, ils ont fait plusieurs expériences. La première expérience scientifique qui avait été faite, c'était ils avaient pris des écureuils, qu'ils avaient pris bébés, et tout de suite ils les ont séparés, mis chacun dans un petit box, pour voir ce qui tenait de l'inné et de l'acquis. Et ils se sont rendus compte que ces écureuils, au bout d'un moment, alors qu'ils avaient de la nourriture à foison, commençaient à cacher leur nourriture. Et ils commençaient à développer les mêmes comportements sociétaux que les écureuils nés en milieu naturel. Donc ça a montré que ça va au-delà du mimétisme, en fait. Ils ont fait une autre, donc ça c'est pour les animaux, ils ont aussi fait une expérience avec les végétaux. Les arbres ont tendance à communiquer entre eux, par leurs racines, par voie aérienne, par des champignons mycorhiziens, j'ai du mal à retenir ce nom-là, et ils se sont demandé s'il y avait d'autres façons, s'ils avaient d'autres façons de communiquer. Et les arbres ont cette capacité que si une autre plante pousse à côté d'eux, mais qu'ils ne l'aiment pas trop, ils vont étendre leurs racines pour étouffer l'autre et qu'elle ne puisse pas pousser. Ou au contraire, ils vont laisser leurs racines tranquilles pour que l'autre puisse pousser. Et donc ils ont pris une plante qui, entre guillemets, ne s'entendait pas avec l'arbre qu'ils allaient étudier. Ils ont enfermé cette plante dans une boîte hermétique. Et ils ont enterré la boîte. Et l'arbre a étendu ses racines pour étouffer la plante, comme s'il savait qu'elle était là. Et il y a une autre expérience aussi qui avait été faite, c'est l'expérience du centième singe. En fait, au Japon, dans les années 1950, il y a des scientifiques qui voulaient étudier une espèce de singe qui vivait sur une île. Et pour les attirer sur la plage, ils leur lançaient des patates douces, parce que c'était un mec qu'ils adoraient. Les patates douces, seulement elles se retrouvaient pleines de sable, donc c'était pas forcément agréable à manger. Et il y a une femelle qui s'appelle Imo qui a commencé à laver ses patates douces. Elle a montré aux autres comment on faisait. Il y a un petit nombre de singes qui le faisaient, mais la majorité ne le faisait pas. Et en 1956, donc quelques années après, il y a eu comme un point de bascule. Donc, bon, ils ne savent pas si c'est vraiment le centième singe, évidemment, mais au moment où un individu de plus a lavé ses patates douces, c'est comme si l'information avait été inscrite dans le champ morphique et elle s'est répandue. Les singes d'autres îles ont commencé à laver leurs patates douces, et ceux du continent également. Alors que, voilà, ils s'envoyaient pas vraiment de fax à l'époque, donc ça montre bien que l'information circule, d'une façon ou d'une autre. Mais elle peut aussi circuler de façon, je dirais, en interespèce. Vous l'avez peut-être déjà observé si vous avez des animaux de compagnie.
En discutant avec une assistante vétérinaire, elle me dit, c'est très rigolo, on reçoit souvent un animal qui a une pathologie, c'est exactement la pathologie de l'humain avec lequel il vit. Donc, parce que nos animaux sont sensibles à nos pensées, à nos intentions et à notre état d'être. Mais on a aussi la possibilité d'interagir avec eux. Si vous devez partir et que votre chat ou votre chien s'est fait la malle, si vous lui envoyez des images mentales de la maison, de sa gamelle pleine, ça marche en général mieux, eh bien, il rentre assez rapidement derrière. Ou ces animaux qui sont toujours derrière la porte, quel que soit l'horaire auquel vous rentriez. C'est pas juste parce qu'ils ont entendu les clés. Parce que selon si vous êtes en maison et que l'animal peut être assez loin, il reviendra quand même. Donc on a cette possibilité d'interagir. Et c'est là où nous, on peut se connecter à ce champ morphique pour envoyer un message, une impulsion. Sinon, nous, on voit ça un peu plus comme des synchronicités, mais lorsque vous pensez à quelqu'un, cette personne vous appelle. Tout ce genre de signes, ce genre de signes-là. L'émotion, alors quand on est près de la personne, on peut sentir l'émotion qui est dans son aura, mais si c'est une personne qui est loin, on peut aussi le sentir. J'ai eu un ami une fois qui n'arrivait pas à dormir, il s'est réveillé agité à 2h du matin, et il n'a pas réussi à se rendormir avant 5h du matin. Ça allait pas. Et le lendemain, il a reçu un message de son meilleur ami, qui, à 2h du matin, s'était réveillé pour emmener sa femme à la maternité, qui avait accouché à 5h. Donc, c'est des choses, on fait pas toujours attention quand on les vit, mais si on prête, j'allais dire l'oreille, ou si on ouvre ces petits canaux, il y a des choses qui se passent. Et c'est comme ça aussi qu'on peut se dire que on peut aussi changer les choses. Tout à l'heure, François parlait de vérité. Si on est à notre propre vérité, si on est plusieurs à partager les mêmes choses, on peut générer ce qu'on appelle des égrégores. Donc c'est une accumulation de pensées, d'énergie qui va engendrer un mouvement. Mais on peut également changer un mouvement dans le champ morphique. Pour que, justement, même à petite échelle, parce qu'on entend souvent les gens dire « moi, de chez moi, je sais pas trop ce que je peux faire pour améliorer les choses, pour des conflits, pour des situations, peu importe. » Eh bien, en fait, si. Parce que si chacune de nos pensées est inscrite dans le champ morphique, pourquoi est-ce qu'on serait pas, nous, le 100e singe ? Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu ce qu'est l'intuition, on va voir les freins à l'intuition. Et le plus grand de tous, c'est le mental. Alors, le mental, à la base, c'est pas un ennemi de l'intuition, parce qu'il a toute sa raison d'être. Seulement, dans notre société, il est prédominant. Donc, il va étouffer l'intuition. Parce qu'il prend toute la place. Dans notre société, on n'apprend pas aux enfants à sentir. On les apprend à réfléchir. Beaucoup et tout le temps. On valorise les professions où on réfléchit. Un avocat sera plus valorisé qu'un menuisier. Et pour autant, les deux sont utiles. Hein. Et donc, cette valorisation du mental fait que on est devenu monotâche, j'ai envie de dire, et que on fait fonctionner le mental tout le temps. Donc forcément, l'intuition n'a pas de place, elle se retrouve étouffée. Mais l'inconvénient, c'est que le mental a cette faculté d'aller toujours plus loin. Ce qui veut dire que il va échafauder des plans. Il veut contrôler. Donc comme il contrôle, tout ce qui sort de son contrôle lui déplaît. Donc quand on a une intuition, la première chose qu'il va faire, c'est la discréditer. Ce côté de non, c'est moi qui dois m'imaginer des choses, ça peut pas être réel. Ça, c'est le mental qui va venir faire ça. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on pense même plus à notre intuition. Donc, son job, donc comme je vous disais, au mental, c'est de contrôler, de sécuriser. Seulement, de faire ça, il nous isole. C'est un petit peu cette image entre la clôture d'un champ et la forteresse. On peut soit choisir d'avoir une clôture et on se sent suffisamment en sécurité comme ça, soit on peut s'enfermer dans une forteresse. Et là, pour sortir, c'est un peu plus compliqué. Et donc, ce mental, comme il discrédite tout ce qu'il ne peut pas expliquer,
il va nous isoler petit à petit. Et plus il nous isole, plus il se sent en sécurité. Donc plus il nous isole, donc plus il se sent en sécurité. Et au final, on en revient à beaucoup d'individualité parce que il va commencer à jouer sur nos peurs et à nous mettre du danger partout. Donc s'il y a du danger partout, moi je reste tranquille chez moi. Parce que l'intuition, elle est non visible. Elle peut pas être expliquée. Elle est, simplement. Et peu importe d'où elle vient, c'est elle qui va arriver en premier. Cette fraction de seconde avant que le petit vélo dans la tête se mette à tourner. Et donc, ça génère une sorte de conflit. Parce que, comme l'intuition, elle, est là pour ouvrir, mais elle n'a pas besoin d'argumenter. Elle n'a pas besoin de convaincre. L'intuition, elle est, simplement. Donc, c'est un moment T. C'est quelque chose qu'on reçoit dans le là maintenant. Alors que notre mental, lui, il est vachement fort. Parce qu'il va utiliser ce qu'on a vécu dans le passé, il va nous inventer des projections sur le futur, et comme ça, lui, il peut mouliner pendant un certain temps. Là où l'intuition existe à un seul moment, le mental, lui, peut prendre toute la place qui reste. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a de plus en plus de personnes qui sont dépressives, ou de plus en plus de personnes qui sont en reconversion professionnelle, parce que au final, elles savent plus qui elles sont. Elles sont plus connectées à elles-mêmes. Elles vont réfléchir à se dire non, ce métier-là, c'est plus sécure, donc je vais faire ça, et ainsi de suite. Et finalement, on se coupe d'une partie de nous-mêmes et d'une partie de notre bonheur potentiel aussi. Alors, je vous parlais de l'intuition. Ses caractéristiques à elle, elle est neutre. Elle viendra pas mettre un élan d'émotion. Donc, pas de peur évidemment, mais elle va pas amener l'exaltation non plus. Donc, c'est pour ça que ça nous demande de l'attention en tant qu'individu, de pouvoir écouter notre intuition. Parce que elle fait pas de bruit. Ça peut être une image, une pensée, une sensation aussi. Voilà. Et donc, forcément, les deux se bataillent entre le mental et l'intuition, parce que si on arrive à trouver l'équilibre, notre intuition est censée arriver, on est à l'écoute, et le mental, son job, ça va être d'être un peu le garde-fou. C'est lui qui va pouvoir utiliser ses compétences de programmation, de contrôle, pour faire en sorte que l'intuition se réalise. Donc vous voyez bien qu'on est assez loin de ce qui se passe actuellement, où notre mental va venir couper l'herbe sous le pied de l'intuition, et puis juste vouloir prendre le dessus. Alors, la question maintenant, c'est comment on fait pour développer son intuition. Parce que maintenant que je vous l'ai raconté de long en large et en travers, il y a différentes choses. Déjà, je pense que la première, c'est de générer un espace intérieur, un espace de sécurité. On peut pas se dire, je vais écouter mon intuition entre le moment où je fais la lessive et le moment où je vais aller faire les courses. On a besoin d'un petit peu plus de disponibilité que ça. Pas toujours, ceux qui ont l'habitude peuvent recevoir des informations à n'importe quel moment, mais quand on n'a pas l'habitude, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas été en contact avec son intuition, on a déjà besoin de ça. Et je sais que, par exemple, pour moi, c'était assez dur au début parce que j'aime bien contrôler les choses, ce qui fait que je visualisais une petite moi dans ma tête qui descendait les escaliers jusqu'à se placer dans le corps. Parce que l'intuition va venir travailler le ressenti. Donc, ce qui se passe dans le corps, alors que le mental, lui, va rester dans la tête. Et une fois qu'on est, j'allais dire plus dans son corps que dans sa tête, il suffit de respirer quelques fois pour trouver le calme et le silence intérieur. Parce que l'intuition, on va pas la chercher. On se met à disposition pour la recevoir. Et cet espace intérieur est très important au final, parce que c'est de là que tout part. Après, je vous donne plusieurs outils pour vous connecter à votre intuition, mais celui-ci, c'est l'outil de base. Alors, dans les différents outils possibles, en début de conférence, je vous parlais de l'écriture intuitive. Donc, c'est cet espace-là, mais quels que soient les outils que vous allez utiliser, il est toujours important de penser à se mettre sous protection de nos guides de lumière, justement. Parce que autant il y a des guides de lumière, autant il peut y avoir des énergies un peu plus négatives, un peu plus lourdes. Donc il faut toujours être bien en sécurité quand on fait ça.
Il faut aussi pouvoir être bien enraciné également. Et partant de là, pour l'écriture intuitive, soit on peut simplement mettre une intention, pardon. Je suis disponible, s'il y a un message, je suis prête ou prêt à le recevoir, ou on peut poser des questions plus précises. Et là, vous gardez votre bras relâché et puis vous voyez ce qui se passe. Vous pourriez être surpris, parce que souvent les bras commencent à bouger, même si on n'arrive pas forcément à tout lire au début. Et c'est de laisser faire. Et toujours de rester dans cet espace, parce que on aurait tendance, quand par exemple le bras se met à bouger, de dire « Ah, qu'est-ce que je suis en train d'écrire ?» Donc là, pouf, ça coupe. Ça a tendance à couper quand même. Et puis, si vous comprenez pas ce que vous écrivez, c'est pas grave. Laissez-le de côté et vous revenez plus tard. Un autre outil intéressant, c'est celui des cartes. Alors, personnellement, au début, pour moi, c'était très prise de tête, parce que les cartes, elles ont des jolies images, mais quand on les met les unes à côté des autres, c'est compliqué. Donc j'avais commencé par des cartes avec des messages. Je me suis dit, c'est écrit dessus, il y a qu'à lire, c'est beaucoup plus simple. Donc ce qui permet justement de mettre en pause notre intuition, puisqu'il n'y a pas d'interprétation à avoir. Après, on voit la partie qui résonne pour nous ou pas, mais ça reste plutôt simple. Et ensuite, pour les personnes qui utilisent des cartes, j'en connais qui, quand elles voient une carte, c'est comme si elles pouvaient plonger dedans et voir tout ce qui se passe à l'intérieur. Personnellement, si vous commencez par ça, je vous conseille de tirer 3 cartes maximum, justement, pour que ce soit assez lisible, parce que si vous en tirez 10, les liens entre les choses vont être beaucoup trop compliqués. Donc commencez facile. Il y a beaucoup de personnes qui préfèrent commencer par le pendule, ce qu'on appelle la radiesthésie. Bon, je pense que c'est assez évident, mais le pendule n'a pas de connaissance en soi, c'est juste une extension de vous au moment où vous l'utilisez. Et de la même façon, toujours cet espace intérieur qui est important, et toujours cette disponibilité, voilà, autour. Et le pendule aura c'est assez simple parce que c'est oui ou non. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est de poser des questions claires. Plus votre question sera claire et précise, plus la réponse le sera également. Mais dans tous ces outils-là, ce qui est important aussi, c'est de ne pas mettre d'attente. Parce que l'attente qu'on peut mettre quelque part, ça fait démarrer notre mental. Donc, vous voyez, on a quand même du boulot à faire. Hein. Ça fait démarrer notre mental parce que si on a une attente, on aimerait que ce soit plutôt oui ou que ce soit plutôt non. Et donc, on influence quelque part. Alors que si on reste dans le silence intérieur, à un moment donné, on se retrouve dans une position d'accueil, simplement. Ou l'outil le plus simple que vous ayez, c'est votre propre corps. Parce que votre corps ne ment pas. Il est là dans l'instant. Votre corps, il va pas vous dire, la semaine prochaine, tu vas avoir mal au dos, prépare-toi, ça va pas être rigolo. Il est simplement à ce moment-là. Et donc, les personnes qui sont à l'écoute de leur corps, eh bien, elles peuvent ressentir de la chaleur, elles peuvent ressentir des frissons aussi, des douleurs à un endroit ou à un autre. Et alors, selon l'endroit du corps, après, on se tourne plutôt vers le décodage biologique, puisque chaque articulation, chaque organe a une signification particulière. Donc, voilà, mais c'est sentir d'abord et éventuellement après interpréter. Mais l'interprétation, c'est justement ce qui pose le plus problème. Donc, tant que vous restez dans une position d'ouverture et d'accueil, c'est là où votre intuition s'exprimera le plus et le plus facilement aussi. Et elle peut s'exprimer au quotidien également. On n'est pas obligé d'avoir un événement où... Alors, si au quotidien, il y a beaucoup de monde qui demande à ses anges gardiens de leur laisser une place de parking. Mais ça, mis à part... Oui, je sais que ça arrive à tout le monde. Mais ça, mis à part, on peut le demander pour des choses, pour des projets, pour la vente d'un bien, pour sa propre santé aussi. Si on a une douleur, de demander à ce qu'elle passe, ou de demander à avoir un message sur le pourquoi de cette douleur, s'il y a quelque chose à comprendre. Je veux dire, on peut l'utiliser de tellement de façons différentes. Il y en a qui savent très bien l'utiliser,
sur de quoi mon corps a besoin aujourd'hui, comment je dois être nourrie. Parce que pareil, on fait à manger comme en 10 minutes quand on n'a pas le temps. Et, alors que si on s'interroge, si on laisse place à l'intuition, votre corps vous dira ce dont il a besoin. Pas ce dont il a envie, parce que sinon on mangerait tous du chocolat, et ça irait très bien. Mais voilà, le besoin est plus important. Et quel que soit l'outil que vous utilisez, ça s'arrête pas au moment où vous arrêtez d'utiliser l'outil. C'est pas je pose mon pendule, il se passe plus rien, et puis je verrai bien quand je me reconnecterai le coup d'après. Parce que comme je vous le disais au départ, l'intuition, c'est une compétence propre. C'est un trait naturel que nous avons. Donc, c'est comme si je disais, aujourd'hui, non, j'ai pas envie de me servir de ma main droite, je m'en servirai demain. Eh bien, l'intuition, c'est la même chose. On a besoin de l'utiliser tous les jours pour que ça fasse sens. Je suis en avance. Donc, je vous expliquerai que pour moi, l'intuition, c'est de pouvoir revenir à soi. C'est s'aligner avec soi, en fait, et partir de là. C'est quand notre intuition s'exprime, on est en alignement. Si on est en alignement, on peut s'enraciner et être dans le là maintenant. Quand on est dans le là maintenant, on peut être conscient. Et si on est conscient, eh bien, on peut vivre les choses. Et plus être dans ce mode de survie qu'on trouve beaucoup, ce métro, boulot, dodo. Là, on met les pieds, en fait, dans la vie et plus dans la survie. Parce que, alors, je sais pas vous, moi, je connais beaucoup de monde qui survit plutôt que vivre, vraiment. Et une fois qu'on est aligné avec soi, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, notre âme, elle est en correspondance, elle est en connexion avec celle des autres. Donc, une fois qu'on est aligné, eh bien, le jugement s'arrête. La voiture de devant arrête de nous agacer. C'est pas facile, celle-là. Mais on arrête d'avoir du jugement sur pourquoi l'autre réagit comme ça, et pourquoi c'est pas clair. Et on prend du recul, et puis on peut être là, présent pour l'autre, sans essayer de contrôler quoi que ce soit. Donc, ce qui génère beaucoup plus d'interconnexion, ce qui permet aussi un côté plus communautaire, également, et ce qui permet aussi, pour nous, de prendre confiance en nous-mêmes, parce que les gens qui manquent de confiance, généralement, il y en a un certain nombre, donc ça nous permet de prendre confiance, et aussi d'arrêter d'attendre le jugement de quelqu'un d'extérieur. Parce que notre intuition nous permet, comme elle nous permet d'être alignée avec nous, elle nous permet d'être dans la justesse. Alors je fais une grande notion entre justesse et justice. La justesse, c'est ce qui est bon pour nous à ce moment-là. Donc c'est pas forcément la même que le voisin. Donc c'est pour ça que ce non-jugement est important, parce que l'autre aura quelque chose d'autre à vivre, que nous n'avons pas à vivre. Et une fois qu'on est là, eh bien, je trouve qu'on peut apprécier la vie, les cadeaux qu'elle nous apporte tous les jours. Et c'est quelque chose d'important parce que sinon vous avez le nez dans le guidon, vous restez là encore et encore, et puis vous arrivez au bout de quelques années à vous dire alors qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais je pense que la première chose, la chose la plus importante, c'est pour être vivant, il faut écouter son intuition, il faut être entier. Eh bien, je vous remercie déjà de m'avoir écouté. Je vous remercie d'être là sur ce chemin de conscience également. Merci. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions ? Parce que, comme je suis allée vite, a priori... Oui. Par rapport au champ, à l'inconscient collectif et notre propre souveraineté. Quand est-ce qu'à un moment donné, on dit, tiens, c'est mon choix, j'applique mon libre arbitre et je fais mes choix. Et quand est-ce qu'à un moment donné, cet inconscient collectif vient, quelque part, inconsciemment, justement, nous enlever une part de notre souveraineté, puisqu'on subit, entre guillemets, quelque chose qui ne nous appartient pas réellement. Alors, je pense pas qu'on subisse, parce que si on vient s'incarner à ce moment-là, dans ces conditions-là... C'est pas le bon mot, J'entends bien. Donc, on a des choses à y vivre.
Alors c'est intéressant parce que effectivement on est toujours sous influence, comme on est toujours sous influence de notre propre éducation. Seulement c'est plus facile avec l'éducation parce qu'on sait ce que notre père ou notre mère ont fait ou ont pas fait. Sur l'inconscient collectif c'est plus compliqué. Mais je pense que si à chaque fois vous revenez vers vous en vous demandant est-ce que c'est juste pour moi ça ? Est-ce que cette situation-là, est-ce que j'ai envie de la vivre ? Eh bien là on reprend notre libre arbitre. Et puis on peut voir le schéma qui se passe autour, mais on peut choisir d'y aller ou pas. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? Vous parlez de se protéger contre des énergies négatives. Ouais. Alors, je pense que c'est très propre à chaque personne. J'avais lu un livre intéressant où la dame parlait de son témoignage et elle disait alors je prends la pierre de ça pour me protéger de ça, j'ai un soutien-gorge rouge parce qu'il fallait un vêtement rouge, elle dit j'ai l'impression d'être une brocante ambulante. Donc ça peut arriver parce que dans tous les livres que vous allez lire, toutes les sources que vous pouvez avoir, ils auront tous leur façon de faire. Moi ce sont des mots, c'est comme un mantra ou une prière que je dis et parce que moi, j'arrive à sentir quand je suis dans la lumière, en fait. Mais au début, quand je le sentais pas, j'avais un mantra que je disais tout le temps. Et à force de le dire, en fait, ça devient une réalité. Et c'est là-dedans que je me plaçais. Donc, moi, je demandais toujours à être sous la protection de la source, du divin, de ce que vous voulez, de ce qui vous parle, d'être sous protection et demander toujours à ce que ce soit le meilleur et le plus juste pour moi et pour toutes les personnes concernées également. Parce que vous allez peut-être poser des questions ou avoir une intuition de quelque chose sur, je sais pas moi, votre frère, votre père, peu importe. Et cette personne-là, elle vous a rien demandé. Donc, d'avoir l'intuition que, par exemple, il peut arriver quelque chose, eh bien, ça veut pas forcément dire que vous devez tout faire pour que ça n'arrive pas. Ça peut simplement préparer à ce que ça arrive aussi. Je sais pas si j'ai suffisamment bien répondu. D'accord. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Eh bien, encore merci à vous.